Enchantée, pour ceux que je ne connais pas, je suis Pauline, la directrice de Réseau Entreprendre Paris. Donc vous êtes aujourd'hui dans nos locaux, on est ravis de vous accueillir. Donc Réseau Entreprendre Paris, en quelques mots, c'est une communauté de 450 chefs d'entreprise. On a 2 missions. La première, c'est d'aider les entrepreneurs à devenir chefs d'entreprise, donc à les accompagner dans la structuration, leur développement et surtout leur posture de chef d'entreprise. Et la deuxième mission, c'est de les accompagner, enfin surtout de les aider à sortir de leur solitude. Et donc pour ça, on leur propose deux accompagnements. Un accompagnement individuel sous forme de mentorat. Donc un chef d'entreprise expérimenté va rencontrer l'entrepreneur tous les mois pour faire justement effet miroir et l'accompagner dans son développement. Et en complément de ça, on organise des clubs d'entrepreneurs où là, les entrepreneurs se retrouvent entre pairs pour partager les bonnes pratiques, ce qui va bien, ce qui va moins bien aussi. Et c'est un moment toujours hyper constructif. À côté de ça, on propose aussi des prêts d'honneur pour les entrepreneurs entre 15 et 50 000 euros. Donc voilà, on est ravis d'organiser ce type d'événement pour animer la communauté et particulièrement avec la HLU. Je laisse la parole du coup à Hélène. Merci beaucoup Pauline. Donc, on est heureux de poursuivre ces événements croisés entre le réseau Entreprendre et notre association Heart Leadership University, en particulier sur un thème d'actualité qui vous a fait venir nombreux ce matin, l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que vous allez voir, on va proposer un événement assez interactif, bien sûr avec une table ronde avec nos intervenants ici présents, mais on va commencer, si tu peux montrer Carole le déroulé, par une petite mise en jambe, une réflexion partagée avec vos voisins. Donc on va vous proposer pendant les 10-12 minutes qui viennent d'échanger sur différentes questions qui vont s'afficher à l'écran, qui sont les suivantes. Quels sont vos ressentis et intuitions globales sur les avantages et dérives possibles de l'intelligence artificielle en général et plus particulier pour votre entreprise? Deuxièmement, comment percevez-vous le développement à l'échelle de votre entreprise ou à l'échelle mondiale? Troisièmement, avez-vous été déjà confronté à des situations dans lesquelles le recours à l'intelligence artificielle amènerait un recul de l'intuition ou de l'empathie? Et enfin, en quoi un dirigeant peut-il faire des choix courageux d'usage des SIA, des systèmes d'intelligence artificielle? Autant dire qu'on pourrait y passer 2 heures, mais on va se donner 10 minutes pour un icebreaker, pour que vous puissiez un peu faire connaissance avec votre voisin et surtout générer aussi des questions et des questions qui pourront être adressées aussi pendant la table ronde et la séquence de questions ensuite. Donc c'est parti pour ces 10 minutes de tour de chauffe. Et donc, on va pouvoir passer au deuxième temps de cette matinée, qui est une table ronde. Donc, je vais bien entendu présenter nos intervenants de ce matin et on va traiter avec eux 2 questions principales. Alors, aujourd'hui, autour de cette table, on a à ma droite Aurélien Fénard, directeur de la transformation digitale et des données RH chez France Travail. Et puis aussi des passions personnelles pour l'IA et ses applications que tu pourras nous partager. À ma gauche, Étienne de Rocchini, tu es fondateur de Blaise Pascal Advisors et président d'un think tank, Espérance et Algorithmes. À la gauche d'Étienne, Sarah Dupuis, qui a plein d'activités, mais notamment tu as été lauréate du réseau Entreprendre, donc tu es dans ta maison ici, c'est correct ce que je dis? Membre du réseau Entreprendre aujourd'hui, et tu es fondatrice de Maillerie Exécutive et de Symbiose, dont tu vas aussi nous parler tout à l'heure. Il se trouve aussi que Sarah a suivi un parcours pour dirigeants de l'association Heart Leadership University, le parcours du cœur aux actes. Et enfin, à côté de Sarah, Jules Touzet, tu es entrepreneur et chercheur et juriste. Et donc, pour te présenter, tu es aujourd'hui doctorant dans un laboratoire situé à Bordeaux, avec un intitulé de thèse, tu m'excuseras, qui m'a échappé, mais qui porte sur des questions juridiques, clairement. Et surtout, tu es fondateur et cofondateur d'une start-up qui met l'IA au service des cabinets d'avocats. Cette start-up s'appelle Aiku, puis tu bien sûr nous en diras plus. En ce qui me concerne, donc Hélène Le Thénault, je suis présidente de l'association Heart Leadership University, qui est une association à caractère éducatif et scientifique, qui a été fondée en 2021 et cofondée par un grand dirigeant qui s'appelle Jean-Noël Torel, qui est un entrepreneur du domaine des dermocosmétiques, qui a eu une intuition qui est, au XXIe siècle, l'intelligence du cœur fera la différence à l'ère des algorithmes. Et c'est aussi la raison, finalement, de cette rencontre ce matin, qui est de dire l'humain est bien plus
qu'un processeur ou qu'un cerveau, ça vous le savez tous. Et dans cette intelligence du cœur, nous on y met l'intuition, l'empathie, le courage. Et nos travaux de recherche sont très largement orientés sur cette question du heart leadership. Qu'est-ce que c'est qu'un leader animé par l'intelligence du cœur en pratique? Comment on navigue dans un monde économique pas toujours évident? Comment on crée des modèles d'affaires contributifs? Bref, donc des activités éducatives, parcours pour dirigeants, des activités de recherche et notamment de recherche-exploration sur le juste usage de l'intelligence artificielle, et c'est l'objet de la table ronde de ce matin. Partager tous ces travaux et gagner ensemble en discernement. Alors, on va attaquer la table ronde. Dans un premier tour de table assez simple qui est, je vais demander à chacun de nos intervenants de dire ce qu'ils font et surtout, à l'aune de ce qu'ils font, quelle est la place que l'IA a déjà prise, quels sont les avantages évidents et les risques majeurs que vous avez observés, voire vécus par les usages de l'IA. Je vais peut-être commencer par Aurélien. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être là et c'est toujours très intéressant d'échanger avec des entrepreneurs et des gens passionnés, parfois un peu seuls effectivement. Donc en tout cas, nous, c'est une de nos missions chez France Travail, c'est aussi d'accompagner les entreprises et on cherche en permanence à améliorer nos services. Vous avez peut-être suivi, il y a peu de temps, on a lancé France Travail Pro pour aider à recruter notamment. Chez France Travail, ça fait 10 ans qu'on fait de l'IA. Voilà. Il y a déjà 30 outils en ce qu'on va appeler, alors je ne pensais pas dire ça un jour, mais un peu en machine learning traditionnel. Voilà. On a déjà une trentaine de services et forcément, il y a presque maintenant 2 ans, je suis monté en CDG en disant qu'il faut qu'on fasse quelque chose. C'est sur l'IA générative qui arrive. C'est un peu dangereux, c'est un peu risqué, ça va faire beaucoup parler, mais on ne peut pas ne pas y aller. Voilà. Même une entreprise, enfin même un établissement comme France Travail doit s'engager, à mon sens, dans l'IA. Pourquoi ? Parce que au bout de 3 ou 4 mois, on avait des start-upers, dont une start-up qui s'était créée, qui s'appelait pôleemploi.gpt.com, qui essayait de nous disrupter. Voilà. Donc on l'a appelé, on lui a dit change un peu de nom quand même, parce que sinon ça s'appelle du plagiat et ça va pas être possible. Mais pour vous dire que la technologie, même pour le réseau de conseillers de 900 agences et de 900 agences qu'on a pour un peu épauler tous les Français et les entreprises, pour fluidifier le marché du travail, pour arriver au plein emploi, on peut être aussi en concurrence avec des nouveaux services qui arrivent. Et je pense que c'est aussi un des sujets qui doit vous toucher, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo, je fais des courts-métrages d'IA, j'adore ça. Et il y en a une à la fin, il y a un court-métrage à la fin où la leçon c'est n'ayez pas peur de l'IA, ayez plutôt peur des personnes ou des entreprises qui la maîtrisent mieux que vous. Voilà. C'est plutôt ce que les gens vont en faire. Et l'IA a plein de promesses, quand on parlait un peu d'opportunités ou de craintes. Il y a des IA qui vont aider les arnaqueurs, et il y a des IA et la cybercriminalité, et il y a des IA qui vont lutter contre la cybercriminalité et les arnaqueurs. Il faut faire attention parce qu'il y en a toujours un qui a un petit peu d'avance sur les autres, donc il faut bien se méfier. Et puis forcément, les choses... Je ne sais pas si vous avez vu la sortie de Daisy, qui est assez incroyable. C'est un chatbot automatique pour lutter contre les arnaques au téléphone. Ça simule une grand-mère de 80 ans qui fait durer 1 heure l'appel pour rendre dingue les arnaqueurs au bout du fil. Attendez, j'appelle mon petit-fils pour lui demander, etc. etc. Il y a des audios, et les arnaqueurs, ils deviennent complètement fous, parce qu'en fait, ils pensent faire un poisson, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, et les gens en peuvent plus, quoi. Donc à la fin, ils se lassent. Donc voilà, il y a aussi ces bons côtés-là. Et puis forcément, il y a tout ce qui est éthique. Moi, je gère des données RH toute la journée, et forcément, il y a des comités d'éthique, il y a de la surveillance à mettre en place. Je vais peut-être m'arrêter là. On a 3-4 minutes, non ? Parfait. Merci beaucoup. Merci Aurélien. Donc on va continuer le tour. Je vais passer la parole à Jules. Parce qu'on va rentrer dans un exemple concret qui est l'IA. Qu'est-ce que tu en fais concrètement en tant qu'entrepreneur ? Bon, alors déjà, bonjour à tous et merci beaucoup. Je suis plus bas ici apparemment. Je me suis fait avoir sur les chaises ce matin. Bon.
Alors, il y a deux choses dont je pourrais parler. La première, c'est qu'est-ce que je fais moi de l'IA dans mon quotidien. Moi, j'ai une start-up qui utilise de l'IA pour la mettre à disposition des cabinets d'avocats. Je pense que ça, c'est pas forcément alors, c'est très intéressant, mais donc l'IA est au centre de ce que je fais. Par contre, peut-être je peux parler de la disruption du marché du droit plutôt et du marché des avocats avec l'utilisation de l'IA. Ça, c'est assez intéressant. Alors, je vois des yeux qui se lèvent là-bas avec déjà un peu de doute. Alors, quand je parle de disruption, je parle du fait que c'est la première fois qu'on voit des technologies qui sont en fait capables de produire du contenu intellectuel, et ça fait extrêmement peur au marché des avocats. Il y a différents enjeux. Le premier enjeu, c'est en fait, est-ce que je vais pouvoir finalement gagner du temps ? Est-ce que je vais pouvoir gagner plus d'argent ? Est-ce que je vais pouvoir aller plus vite sur certains enjeux, peut-être améliorer la fiabilité de ce que je fais ? Mais il y a un second enjeu qui est en fait un petit peu plus, on va dire, difficile, c'est un enjeu existentiel pour ces professions-là, pour ces professions intellectuelles. Cet enjeu, en fait, il est comment est-ce que je vais faire demain pour continuer à assurer le fonctionnement de mon business model ? C'est-à-dire que moi, je fonctionnais à l'honoraire, je facturais de 250 € à 2000 balles de l'heure pour certains cabinets anglo-saxons. Comment est-ce que je justifie demain facturer autant ? Comment est-ce que je vais faire évoluer mes ressources humaines ? Est-ce que je vais pouvoir continuer à engager des stagiaires ? Est-ce que mon collaborateur d'aujourd'hui aura les mêmes tâches que mon collaborateur de demain ? Et surtout, qu'est-ce qu'il va faire ? Et ensuite, comment est-ce que je vais gérer la plus-value de mon métier ? C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais véritablement aujourd'hui et ce sur quoi je construisais ma vie et mon business va finalement toujours avoir une plus-value ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire, en fait, ne comptez pas sur l'IA pour vous remplacer. Aujourd'hui, ces technologies ne sont pas suffisamment matures pour véritablement remplacer des processus intellectuels extrêmement complexes et surtout multifactoriels et humains, comme les processus juridiques. En fait, en réalité, ce qu'on voit dans la profession d'avocat, c'est que les IA, alors plus classiques déjà, parce que quand on parle d'IA, on ne parle pas que de l'IA générative, vont aider à faire des tâches chronophages, notamment de recherche, et ensuite vont aider également à faire des tâches de production, mais ne vont pas aider réellement à faire des tâches de réflexion stratégique autour des dossiers. Elles peuvent servir de sparring partner, c'est-à-dire on peut leur poser des questions et on peut obtenir des insights intéressants sur des dossiers pour aller plus vite, avoir d'autres idées, aller plus loin sur certains enjeux, mais on est très loin pour l'instant d'avoir des systèmes qui sont capables d'une part de résoudre des dossiers très complexes sur plusieurs années, sur des lieux géographiques très éloignés, etc. Et d'autre part, voire de pouvoir résoudre des affaires à la place des juges et de pouvoir prendre en compte la nature subjective inhérente à la matière juridique. Voilà, déjà ça. Avec plaisir. Merci. Bonjour à tous, Sarah Dupuis. Alors pour ma part, je viens des métiers d'abord de l'humain. Pour parler d'intelligence artificielle, c'est toujours intéressant de le poser, puisque je suis coach, designer. J'ai depuis maintenant une petite vingtaine d'années accompagné des entreprises et des personnes dans le cadre du développement du potentiel humain. Et depuis 2 ans, avec mon associée Stéphanie qui est au fond de la salle, nous avons co-créé Symbiose Écosystème pour créer des jeux qui accompagnent les entreprises dans des phases de changement en utilisant la collaboration, la créativité pour finalement s'approprier ces thématiques. Et donc les 2 grandes thématiques qui sont celles qu'on adresse aujourd'hui sont la RSE et l'IA générative, considérant que ces 2 sujets qui vont avoir un impact majeur dans les organisations humaines, dans la façon de collaborer, mais aussi dans le leadership. C'est pour ça que j'ai fait un petit tour du côté d'HLU, parce que le sujet de la gouvernance et de la vision des leaders sur ces sujets va être évidemment majeur. C'est pas l'IA en tant que tel, c'est ce que l'on en fait, bien sûr. Et du coup, depuis 2 ans, au-delà de créer des jeux sur cette thématique, on utilise l'IA au quotidien pour créer nos jeux. Donc on voit aussi comment l'IA est un merveilleux outil de co-créativité. Je parle aussi de cette partie-là parce qu'elle a été un peu moins évoquée. Mais c'est vrai que la capacité de l'IA à interagir avec l'intelligence humaine, évidemment, est faite pour ça dans l'IA générative. Et du coup, ça permet d'avoir une capacité en termes de créativité démultipliée, accélérée. Enfin, je sais qu'on a à l'autre bout de cette table ronde quelqu'un qui fait aussi de la vidéo à haut niveau. Et c'est assez bluffant, notamment que ce soit sur la vidéo, que ce soit sur la voix, l'image, ce que l'on est capable de faire.
faire. Nous, notre objet, c'est évidemment avant tout de sensibiliser, parce qu'il y a les aspects très positifs de l'IA, et les champs d'application ne vont que se démultiplier. Donc on est au début, j'allais dire, de cette aventure, même si elle prend ses racines dans le machine learning il y a déjà maintenant longtemps. Voilà, elle va continuer de se développer, elle est en pleine accélération. Le sujet, c'est aussi finalement les risques, qu'ils soient liés tout simplement à ce qui permet à l'IA d'exister, la partie physique, avec les sujets environnementaux, les métaux rares, les émissions, l'énergie. Et donc, le sujet, c'est aussi du bon usage de l'IA en tant que leader dans mon entreprise. Quel est mon état de conscience sur le sujet, au service de quoi je la mets. Et puis, évidemment, la place qu'on veut réserver à l'homme dans les entreprises. Est-ce que ce sera l'occasion de faire des évolutions soit sociales, soit en termes d'évolution et d'intérêt de fonction dans les organisations. Bref, interaction machine, c'est un peu les sujets qui nous passionnent et sur lesquels on essaie de permettre de réfléchir autour et à travers le jeu, considérant qu'on n'a pas encore la réponse et que c'est un bon champ d'exploration. Je passe à mon voisin. Alors, moi, c'est une très vieille histoire, parce que ça fait 30 ans que je suis dans les algorithmes. Je suis un peu un dinosaure, en particulier les algorithmes en lien avec le développement durable. Donc, en 1994, je faisais un algo pour gérer les barrages et la réserve naturelle de d'Ishkel dans le nord de la Tunisie. C'était un projet Banque mondiale incroyable qui n'a pas marché, pas pour des raisons techniques, qui n'a pas marché pour des raisons politiques, parce que c'était à l'époque Ben Ali, je ne vais pas refaire toute la politique tunisienne. Donc ça fait très longtemps, j'ai eu beaucoup de fonctions, j'étais dans la R&D, dans les petites entreprises, j'étais patron des labos d'EDF, j'étais vice-doyen de la recherche à Centrale, je suis devenu entrepreneur, j'ai participé à une trentaine d'aventures entrepreneuriales, toujours avec des algorithmes, dont un tiers a fait faillite. Il y en a 2 ou 3 qui sont des licornes. Bon, et il y a un certain nombre qui sont des pivots d'entreprises, des ETI, qui vont prendre un pivot grâce à des algorithmes. Alors, je pense d'abord sur l'intelligence artificielle, première chose, c'est le chef-d'œuvre du marketing scientifique. Quand vous avez besoin de lever des milliards, enfin des centaines de milliards maintenant, il faut emmener les gens sur la Lune, en fait sur Mars, c'est ce que veut faire Elon Musk. Et donc, McCarthy, au séminaire d'Dartmouth, l'a très bien compris. Il le dit dans une vidéo, vous pouvez le voir. J'ai parlé d'intelligence artificielle parce qu'il fallait faire rêver la galerie. C'est ce que Pascal, j'ai écrit un livre sur le sens de l'IA, j'en fais une pub. Pour moi, c'est Blaise Pascal qui a inventé l'intelligence artificielle, à la fois comme ingénieur, comme entrepreneur, ce que les gens ne savent pas, et comme rhétorique. Il savait très bien que c'est la rhétorique qui mène le monde parce que la personne humaine est menée par l'imaginaire. Alors, ce qui est terrible avec ça, c'est qu'on emmène les gens vers des fausses pistes. La première fausse piste, c'est l'angoisse métaphysique. En parlant d'intelligence artificielle, on emmène les gens vers un doute sur le futur du travail, là où la réalité, c'est l'efficacité. Si les algorithmes ont envahi le monde, ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents, c'est parce qu'ils sont efficaces. Et ça, c'est un point de discernement qui est très important pour le chef d'entreprise, parce que j'ai vu des armées de projets faire faillite, des tombereaux d'argent, y compris dans les grandes entreprises comme EDF, parce qu'on tombe dans le piège de ce que j'appelle la tour de Babel, le mimétisme boulimique vers la complexité. Je suis fasciné par un objet technique dont je crois qu'il va m'emmener sur Mars parce qu'il est compliqué. J'investis des milliards pour faire des algorithmes compliqués, là où en réalité ce qu'il faut faire, c'est des choses simples et efficaces. Donc ça, c'est un deuxième piège abondamment alimenté par la rhétorique des fonds qui financent mes copains de promo, enfin pas de plus jeunes que moi chez Mistral. Quand vous voulez des milliards, il faut dire que votre IA générative fait tout, parce que vous en avez besoin. Et donc ça, c'est un piège. Et actuellement, on a l'impression que l'IA générative fait tout. Et l'IA générative, 90% du buzz, 10% de la valeur. Les algorithmes traditionnels, 10% de la valeur, 90% de la valeur, 10% du buzz. Donc il faut, ça c'est un deuxième piège, c'est se dire non, je ne vais pas chercher le dernier algo à la mode. Je suis chef d'entreprise, mon métier, c'est d'être le meilleur du monde pour servir les clients sur ce sur quoi ils me font confiance. Il faut que j'aille chercher les algos pour ça, uniquement pour ça. Et ça c'est difficile parce qu'il va falloir résister à des assauts imaginaires. J'ai géré pendant des années data scientist. Un data scientist, tout ce qu'il va faire, c'est chercher le truc le plus compliqué. Pourquoi ? Parce que sa carrière est mue par le starship. Il va vouloir être le star. Et pour être la star, il faut qu'il publie un truc compliqué. Je l'ai connu à Centrale avec des chercheurs. Donc on va lui dire, écoute mon gars, les trucs compliqués, je m'en fous. Tu fais ça le week-end, je ne te paye pas pour ça. Je te paye pour dégager de la marge sur ma boîte. Et tu vas me montrer de manière agile
que tu vas toutes les semaines créer de la marge. Donc il faut être extrêmement sévère sur l'utilisation de l'IA avec des objectifs à court terme. Et là aussi, résister au fantasme à long terme, nous serons tous sauvés, voilà, de tous ces fantasmes-là qui sont dramatiques pour un chef d'entreprise. Donc ça, évidemment, c'est des choses très importantes pour lesquelles il va falloir lutter longtemps, car les gens qui lèvent beaucoup d'argent font beaucoup de pubs, et pendant très longtemps, ils vont nous promettre Mars, et il va falloir résister. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'à l'inverse, il y a un autre piège, c'est celui du déni. Et ça, je l'ai vécu, puisque j'ai vu plusieurs fois des histoires, y compris en 2014, cabinet comptable. Et si l'histoire économique est très sévère avec les gens qui ne prennent pas les chocs de productivité. Et donc, très clairement, les algorithmes sont une arme massive pour faire de l'efficacité scalable. Je l'ai vu dans 30 secteurs, depuis la forêt, l'agriculture, la comptabilité, le recrutement, tout ça. Dans tous ces secteurs-là, vous avez des gains d'efficacité qui sont scalables. Donc si vous ne les faites pas, là, vous avez un problème. Donc effectivement, il faut être aussi obsédé par le fait de passer à côté de gains de productivité scalables, ce qui est extrêmement différent du fait de passer à côté de la dernière mode. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Alors, sur ces questions de départ sur l'IA, on va, Carole, si tu veux bien, du coup, partager quelques enseignements clés rapides de cette étude dirigée avec l'intelligence du cœur à l'ère de l'intelligence artificielle. Pour les raisons qu'évoquait Étienne, on est déjà plongé dans un monde d'IA et de différentes sortes d'IA, avec toujours plus d'IA d'ailleurs. Et donc, on a besoin d'arriver à naviguer avec la bonne boussole et en se posant les bonnes questions. Donc là, on a déjà eu plusieurs très bonnes questions. Et je voudrais compléter, on va compléter avec quelques visuels clés de cette étude sur, en fait, quelle serait l'intersection entre intelligence du cœur d'un dirigeant et intelligence artificielle. Alors, l'intelligence du cœur, chez HLU, on a mis 1 an, on va dire, pour en poser des contours plus précis. Donc, ce n'est pas un supplément d'âme, l'intelligence du cœur, c'est la réunion de 3 aptitudes et traits de personnalité que sont l'intuition, l'empathie et le courage. Bon, vous êtes dirigeant et entrepreneur, donc vous connaissez bien entendu l'importance de ces 3 dimensions dans la vie d'un dirigeant. De l'intuition pour orienter sa stratégie, pour agir selon ce qui semble juste, pour percevoir des signaux faibles. L'intuition peut avoir beaucoup d'usages extrêmement précieux en tant que dirigeant. L'empathie, c'est souvent le parent pauvre. Et d'ailleurs, beaucoup de baromètres d'empathie montrent des niveaux parfois d'empathie plus faibles que la moyenne de la population générale chez les dirigeants ou les entrepreneurs. Or, pourtant, l'empathie est essentielle, bien entendu, pour la qualité des liens, mais pour comprendre son client, pour innover, pour nouer des relations dans la durée. Et le courage de s'affirmer et donc de remettre en question aussi parfois la pensée dominante, et notamment sur ces sujets qui est de dire je vais penser par moi-même, je vais avoir le courage de faire certains choix dans un monde d'IA. Donc, bien entendu, toutes ces dimensions se percutent avec l'irruption et le développement des IA. Et donc, dans un premier temps, on a fait tout un travail avec des focus group de dirigeants qui nous ont permis de récolter des études de cas où l'IA a amoindri ses aptitudes et créé des difficultés économiques à certaines entreprises ou à certaines business units. Donc, vous pouvez trouver des fiches études de cas là-dedans qui vous racontent dans quel cas ça s'est mal passé. Et c'est très intéressant de regarder dans quel cas il y a eu des mauvais usages de l'IA dans la supply chain, dans les RH, dans la création, dans le développement, etc. Donc des exemples par thème. Mais de toute façon, qu'on se dise l'IA dans certains cas va détruire des belles choses, des beaux projets ou de la valeur humaine, de toute façon, nous sommes dans un monde d'IA et donc comment peut-on mobiliser l'intelligence du cœur, l'intuition, l'empathie et le courage dans un monde d'IA? Donc quelle est la nouvelle intersection, j'ai envie de dire, entre ces aptitudes et un monde dans lequel il y a de plus en plus de solutions d'IA, je veux dire, internes à notre entreprise et surtout le plus souvent externes dans notre écosystème métier ou des IA embarquées à l'intérieur des solutions que nous parfois subissons. Donc c'était IA choisi, IA subi. Donc pour avoir l'ensemble de ces études de cas et nos recommandations, je vous encourage à lire cette étude qui est sur notre site web et qui est aussi sur la cheminée au fond de la salle, pour ceux qui voudraient repartir avec un exemplaire. Et donc pour réagir là-dessus, je vais donc refaire un tour de table avec nos intervenants pour leur demander au prisme de ces 3 questions-là, dans quelle situation vécue, observée, professionnelle, au sein de France Travail par exemple, ou dans l'écosystème autour de France Travail, il y a pu être observé finalement des paradoxes, parfois des dégâts, ou au contraire des nouvelles alliances entre l'intelligence purement humaine, l'intelligence du cœur, et les algorithmes. Voilà. On commence peut-être par Aurélien.
Alors c'est une vaste question, ça peut prendre beaucoup de temps, mais alors déjà, forcément, nous chez France Travail, ce qui compte, c'est déjà les personnes, c'est l'empathie. Je viens de perdre un travail, je vais chez France Travail, j'ai pas envie de me retrouver devant un algorithme, j'ai envie de me retrouver devant quelqu'un qui va m'accompagner. Et après, qu'est-ce qui va être intéressant ? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez prendre, et je rejoins mes collègues, dont Étienne. Il faut du concret. Il faut aller trouver du concret, des choses il faut des chartes éthiques pour dire je ne vais pas remplacer de l'humain, mon IA, elle a un fondement, je ne fais pas n'importe quoi, je ne pars pas dans ce qu'on appelle l'hiver des cas d'usage d'IA générative, puisque soit on part dans des cas d'usage qui seront de toute manière disruptés avant qu'on le mette en prod par OpenAI ou des gens qui ont des dizaines de milliards voilà. Soit je me lance dans des cas d'usage très complexes. Alors moi, par exemple, en interne chez France Travail, pour les RH, j'ai lancé une analyse juridique du code du travail, des conventions collectives, etc. Donc je m'amuse un peu sur le même sujet que toi, la tokenisation exacte, la bonne granularité pour pas que ça m'invente des articles ou que ça me les restitue à la virgule près quand j'en ai besoin. Le cas d'usage, c'est pas de remplacer les juristes là. Le cas d'usage, c'est de les aider dans de la recherche documentaire, etc. Et ils ne le voyaient pas venir, ce cas d'usage. Ils n'étaient pas convaincus. Jusqu'au jour où, dans le doute, ils ont lancé le truc et ça leur a donné 2 articles de plus que leur analyse. Et c'était 2 articles, alors capillotractés, hein, c'était très tiré par les cheveux, mais c'est ce qui a fait changer la donne sur la valeur de la plaidoirie, etc. Donc ça pouvait faire basculer l'affaire. Donc là, après, je sais, moi j'ai gagné. Je sais que quoi qu'il se passe, même s'ils n'ont pas trop confiance, ils vont quand même, on va lancer, voir ce que ça donne, juste pour vérifier. Là, je sais qu'on est bon. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment attention à ce que vous en faites, parce que vous pouvez aussi dépenser de l'argent pour rien pendant des années, et ça va être même décourageant, et ça va même vous affaiblir. Donc le choix des cas d'usage est particulièrement important. Attention de ne pas partir dans la mode, hein, c'est un peu ce que tu disais. Un bon vieil algorithme de statistiques robustes a parfois des meilleurs résultats, coûte moins cher, et plus facile à entretenir et moins consommateur de ressources. Il y a le côté RSE aussi qui est important à avoir en tête. Là-dessus, moi j'ai participé à la norme AFNOR sur l'IA frugale. C'est extrêmement important aussi d'avoir tout ça en tête. Et après, l'IA, elle peut exploser votre créativité et vous donner de multiples facettes. Moi, je développe des films pour des festivals de courts-métrages, etc., avec l'IA. Toute cette créativité que j'ai naturellement, j'aurais pas pu l'exploiter sans ça. Ce week-end, j'ai développé quasiment une start-up avec ChatGPT O1 qui va m'analyser des CV, faire le benchmark automatique avec des API sur le marché du travail, etc. Me ramener cette valorisation, pouvoir voir la valeur de chacune des compétences de chacun des candidats, me faire le benchmark sur le marché. Et ça, je veux dire, j'ai quelques connaissances en code, mais j'aurais jamais pu le faire sans l'IA. Donc le sujet, c'est pas qu'est-ce que ça va m'enlever, qu'est-ce que ça va... Et il faut faire attention au RGPD, à l'IA Act, etc. Mais c'est aussi quels atouts ça va pouvoir m'apporter et comment je vais peut-être, au lieu d'avoir une entreprise qui peut un peu capoter parce que je me fais l'IA vient me faire concurrence sur mon secteur traditionnel, comment je vais pouvoir pivoter puis trouver d'autres branches d'activité et comment je vais pouvoir me développer. Donc pour moi c'est une vraie révolution, et c'est un peu comme à l'arrivée de l'internet, hein, quand les gens se disaient est-ce que je vais y aller ou je vais pas y aller sur internet, la question maintenant elle se pose plus. Hein, ça me paraît difficile de me dire je me lance, est-ce que je fais un site ou pas, c'est un peu compliqué. Donc voilà, le sujet c'est aussi, il faut avoir tout ça en tête, et c'est des menaces, des opportunités, et penser toujours quand même à la valeur humaine derrière. Pour moi, l'IA doit faire éclater votre valeur humaine et votre créativité. Merci beaucoup Aurélien. De la même façon, je vais demander à Jules, peut-être concrètement pour le coup, du côté de ta start-up, comment l'humain dans le métier d'avocat et la singularité de chaque avocat, parce qu'on avait parlé de ça, est un vrai sujet. Alors, l'humain et la singularité, c'est ça hein, la question posée, d'accord.
Non, mais c'est assez intéressant. Alors, il y a 3 enjeux, c'est intuition, courage et empathie, c'est ça ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que le métier d'avocat, c'est un métier qui est particulièrement individuel et c'est un métier qui est particulièrement créatif. Et donc, effectivement, l'IA va impacter cette individualité, cette créativité. Mais si on part sur la notion d'empathie, notamment, je pense qu'on peut envisager l'IA comme quelque chose qui peut finalement être très humain dans le milieu de l'avocat, au lieu d'être quelque chose qui déshumanise. Est-ce que j'ai des avocats et des juristes déjà ici, un petit peu ? Voilà. Donc il y a des choses très intéressantes aujourd'hui, par exemple, dans le métier d'avocat. Par exemple, il y a la question de la place du collaborateur, notamment dans les professions libérales. Aujourd'hui, par exemple, il y a des collaborateurs, moi j'ai beaucoup d'amis collaborateurs qui ont fait des burn-out. Beaucoup d'amis collaborateurs qui ont quitté ce métier parce qu'ils n'avaient pas le temps de travailler leur dossier perso, qui n'avaient pas le temps de développer leur propre clientèle et qui finalement étaient obligés de quitter la profession pour aller faire autre chose parce qu'ils n'arrivaient pas à travailler. Est-ce que finalement l'IA, l'intelligence artificielle générative et la capacité d'aller plus vite sur des tâches à faible valeur ajoutée, et je le dis, c'est des tâches à faible valeur ajoutée, ne peut pas permettre par exemple de libérer du temps pour que les collaborateurs puissent soit prendre plus de temps pour eux, être moins soumis finalement un petit peu au diktat de leur associé qui va chercher le chiffre d'affaires et la facturation accélérée, ou même développer sa propre clientèle et finalement développer petit à petit sa propre activité. Donc ça, c'est un sujet. C'est également, on peut, sur l'aspect de la créativité, on peut imaginer que finalement, l'avocat, collaborateur, moi je le sais, je l'ai été pendant très longtemps, collaborateur juriste au sein d'un cabinet d'avocats, et j'ai été assez malheureux finalement. Hein. J'ai été assez malheureux parce que moi j'avais fait une thèse en contentieux administratif droit de l'environnement, et j'adorais le droit pour sa créativité, notamment en droit public, notamment les notions d'intérêt général, la mécanique hyper intéressante, sous-jacente au droit. Et je me suis retrouvé dans un lieu où j'étais censé produire du contenu de la consultation et de l'écriture juridique en permanence, dicté par des impératifs de temps, et j'étais extrêmement malheureux. Parce que je ne retrouvais pas cette créativité, cette notion de créativité qui était celle qu'on m'avait un petit peu inculquée à la faculté de droit. Et l'intelligence artificielle m'a permis et a permis en fait finalement de me libérer du temps et de retrouver un espace de créativité en allant plus vite sur des tâches. Non, franchement, on n'a rien à foutre, hein, je vais le dire. Si je dois renommer des pièces, trouver des titres, chercher des jurisprudences qu'on a cherché 1 milliard de fois dans ma gestion électronique de documents, et ben je peux le faire beaucoup plus rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Donc en fait, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, et je pense que vous l'expliquez très bien tout à l'heure, c'est pas tellement qu'est-ce que l'IA m'enlève, c'est qu'est-ce que l'IA, finalement, va me permettre de faire autrement pour me libérer du temps sur des tâches qui sont plus créatives, qui sont à plus forte valeur ajoutée et qui soit peuvent me permettre, et là je cite un client qu'on a eu, d'aller plus souvent à la piscine, hein, voir mes petits-enfants et d'aller plus souvent à la piscine, soit de faire plus de blé. Hein. C'est vraiment, non, mais je pense que c'est ces deux éléments-là. L'IA peut vous permettre de vous libérer du temps sur un certain nombre de tâches pour être soit plus efficace, soit prendre plus de temps pour vous et plus vous reposer. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant avec cette technologie. Alors moi, je vais prendre le sujet un peu par l'autre bout, par finalement les dimensions de développement personnel, l'intuition, le courage, l'empathie. Comme le disait Hélène, l'empathie n'est pas forcément ce qu'il y a de plus largement partagé dans les hautes sphères du pouvoir. Moi, en tant que coach de dirigeants et d'équipes et d'organisation, accompagner les personnes sur ces thématiques et pour justement apprendre à mieux se connaître, c'est des sujets que j'accompagne au quotidien. Et je pense que plus on est sur des environnements technologiques qui finalement pourraient nous mettre en recul, comme le disait mon voisin de droite, Étienne, il y a quelques minutes, quand nous discutions en amont, en fait, on peut devenir un peu lazy, un peu, voilà, et se laisser porter parce que l'IA nous propose, et donc manquer de courage ou d'intuition parce que finalement on laisserait la machine parler pour nous. Je pense qu'il est essentiel et précieux finalement de se développer soi, d'apprendre à mieux se connaître, sujet qu'on apprend assez peu à l'école, et finalement on arrive à des postes de dirigeants ou d'entrepreneurs sans avoir travaillé ces sujets. Or, l'intuition, c'est un sujet qui se développe, l'empathie aussi, le courage également.
On est toujours face à ce type de situation quand on est entrepreneur, et tous les entrepreneurs le savent. On a des décisions courageuses à prendre, on doit embarquer ses équipes. L'intuition, c'est quand même ce qui fait la différence entre différents projets. Et on est dans un monde qui se complexifie avec les sujets environnementaux comme avec les sujets de l'IA. Et donc, il va être d'autant plus important et précieux de nourrir, prendre soin, développer notre intuition, notre courage et notre empathie pour la mettre au service d'un projet collectif qu'est l'entreprise et qui permet j'allais dire, de lier tous ces sujets. Je vais laisser mon voisin continuer. Alors, moi j'aime beaucoup le sujet du cœur, puisque je vais faire parler mon associé Blaise Pascal, qui dira que le cœur a ses raisons que la raison ne peut connaître. Et dans cette formule, qui pour moi est tout à fait ancrée dans l'intelligence artificielle, bien qu'elle ne le laisse pas apparaître dans les cours de français, c'est qu'en réalité, selon Pascal, le cœur, c'est le lieu de l'intime conviction. C'est le lieu où je pressens ce qui est juste, ce qui est vrai. Et Pascal dit que ce lieu-là n'est pas celui de la raison. La raison peut préparer ou peut confirmer, mais l'intuition profonde et donc les décisions essentielles de la vie se prennent au niveau du cœur, pas tellement la dimension affective, même si elle en fait partie, mais la dimension de l'intime conviction. Et donc, moi, je suis tout à fait convaincu, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai fondé cette association qui s'appelle Espérance Algorithme il y a 8 ans, qui a l'originalité de réunir des entrepreneurs, des investisseurs, des techs, des philosophes et même des maîtres spirituels, des théologiens, à la fois chrétiens et juifs, parce que nous voyons le défi de l'intelligence artificielle comme en fait un défi qui va engager l'intégralité des fonctions de la personne humaine, y compris sur la dimension la plus profonde, c'est-à-dire la vocation spirituelle. Pourquoi je suis là dans le monde et qu'est-ce que si je devais mourir ce soir, de quoi je serais vraiment fier. Et donc ces dimensions-là sont essentielles à mobiliser, car pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, les algorithmes ne sont qu'efficaces et l'efficacité n'a aucun sens autre celui que je leur donnerai. Et donc, et si on discute beaucoup, et j'y participe aussi comme scientifique, aux frontières, qu'est-ce qui différencie l'intelligence artificielle et les neurosciences? Alors aujourd'hui, il y a un retour très fort du scientisme, surtout chez les neuroscientifiques, qui disent ben non, le cerveau, ça n'est qu'en fait un ordinateur biologique plus efficace, qui consomme beaucoup moins d'énergie. Bon, donc il y a ce débat-là qui est important, mais en réalité, ce qui pour moi sépare l'homme de la machine, c'est la dimension de la volonté. Je veux, je désire, et c'est par l'acte de volonté que je vais donner un sens au monde. Donc ça n'est pas forcément sur le registre de la pure intelligence rationnelle qu'il faut me battre, encore que on peut discuter, c'est sur celui de la volonté. Donc ça c'est vraiment très important. C'est important à la fois d'ailleurs en termes anthropologiques qu'en termes stratégiques et scientifiques. Anthropologique, j'en ai parlé. En termes stratégiques, le sujet aujourd'hui, c'est quand même d'aller chercher, notamment si vous algorithmisez votre business, qui est mon job aujourd'hui d'advisor de dirigeants, c'est les aider à algorithmiser justement leur business. Il va falloir aller chercher des talents. Et ces talents-là, ils ont besoin de savoir pourquoi ils se lèvent le matin. Ça, je l'ai vécu. Un data scientist ou d'autres professionnels, il faut lui donner un sens. Donc il faut travailler la raison d'être et l'alignement entre la stratégie et la raison d'être avec les algorithmes, ce qui va chahuter beaucoup, parce que ça va chahuter beaucoup. Qu'est-ce que c'est que le vrai rôle de la boîte? Qu'est-ce que c'est que le job de l'avocat? Ça va chahuter. Mais après, j'ai même une réflexion, on en parlait tout à l'heure, en termes scientifiques. Je pense qu'il y a un très grand défi aujourd'hui qui va mobiliser l'intuition des scientifiques. C'est qu'en réalité, le grand piège des algorithmes, c'est qu'ils mettent une couche d'abstraction entre la décision et le réel. Et donc, à partir du moment où vous mettez en équation, et surtout quand ça a été fait par Sam Altman à votre place, vous perdez le regard critique. Or, comme mathématicien, j'ai coutume de dire que tant que vous n'avez pas compris où se trompe un modèle, vous n'avez pas compris le modèle. Et si vous n'avez pas compris le modèle et que ce modèle est à la base de votre core business, il est urgent d'arrêter. Si vous ne comprenez pas comment l'algorithme fonctionne pour tirer des billets de banque au DAB, on s'en fout, parce que c'est une fonction support. Donc, je n'ai pas besoin d'explicabilité de l'algo sur le DAB. Bon, en revanche, sur le cœur de mon business, j'accompagne notamment la post-LBO, la transformation d'une boîte qui fait à peu près 2000 personnes sur le métier du risque géotechnique.
Donc le métier, c'est de garantir à des promoteurs que vous allez pouvoir construire avec des pieux à telle profondeur et ça va tenir. Si votre métier, c'est le risque, vous n'avez pas le droit de ne pas comprendre là où le modèle se trompe. Et donc ça va supposer des programmes de formation très importants pour ramener les gens sur le terrain. En particulier, il faut emmener les développeurs sur le terrain. Tu vas voir la construction, tu mets la tête dans la boue et là, tu vas commencer à te dire « Ah, mais peut-être que la donnée de mesure que j'ai, elle est fausse. » Alors si la donnée de mesure que j'ai, comme l'algorithme il prend la donnée, bullshit in, bullshit out. Donc la limite de précision de l'algorithme, c'est aussi la limite des données que vous voulez. Donc là, ça c'est salutaire. Il y a une autre chose qui est salutaire, c'est imagine que le service que tu fais, le client c'est ta grand-mère. Alors est-ce que tu as vraiment confiance de mettre ta grand-mère avec ce service-là? Si tu n'as pas confiance, tu ne vas pas faire ça pour tes clients. Donc on va chercher comme ça des chocs pour mettre en face de la réalité et essayer de passer au-dessus de cette couche d'abstraction qui effectivement va pervertir finalement l'intuition. Et donc il faut redévelopper l'intuition, et notamment l'intuition scientifique, c'est la connaissance intime du réel qui passe au-delà de la manipulation d'équations. Et donc ça c'est un très gros enjeu de formation, c'est retravailler sur le réel pour que grâce aux algorithmes, je sois un meilleur expert et non pas que les algorithmes me lobotomisent comme expert. Et ça, c'est un très gros sujet, surtout dans votre cœur de compétences, bien sûr. Merci. Aurélien, tu voulais réagir? Alors, 100% d'accord, mais je me dis aussi, j'adore le concret, que on utilise parfois plein d'intelligence artificielle à l'heure actuelle et on n'est pas tous, moi dans les équipes IA France Travail, on a une docteure en explicabilité des LLM, voilà, pour un peu aller chercher la boîte noire, comprendre, voilà, sachant que même Sam Altman comprend pas tout ce qu'il y a dans ces modèles puisqu'il y a des réactions sur les plus gros modèles qui se développent sans même qu'on comprenne pourquoi. Donc ils embauchent des gens pour comprendre pourquoi le modèle réagit comme ça. Mais en fait, on sait déjà faire ça, c'est-à-dire que on sait, maîtriser, piloter, on va dire, accompagner, comprendre, comme on peut, plein d'intelligences qu'on ne comprend pas complètement, parce qu'on ne comprend pas complètement le cerveau encore. Et c'est un truc qui me passionne en ce moment. Je suis en train d'écrire un article là-dessus, c'est le management des IA. On peut manager des personnes, on ne les comprend pas toutes, on peut pas... on peut interagir à une certaine limite. On a une couche qui est l'honnêteté, qui est, l'intimité, qui est la franchise, voilà. C'est pareil avec des LLM, on ne saura pas tout. Et en fait, on va pas être tous, à faire de la rétro-ingénierie pour comprendre l'IA. Par contre, il va falloir qu'on apprenne à interagir, qu'on apprenne à se connaître, qu'on ait de l'esprit critique, qu'on vérifie empiriquement les résultats qui en sortent pour à peu près comprendre, pour être en capacité de maîtriser ces marges de manœuvre. Et quand je vous disais tout à l'heure que je fais un film, je manage comme un réalisateur 10 IA qui vont me faire chacun assistant réalisateur, cadreur, chef ingé son, etc., effets spéciaux pour être en capacité de tout manager. Et à la fin, j'arrive à avoir exactement ce que j'avais en tête. Mais c'est du management de l'IA, ça prend du temps, il faut comprendre les modèles, il faut interagir avec eux, il faut s'entraîner, mais c'est pas impossible. Et je pense que du coup, les deux côtés sont hyper intéressants parce que je me dis que chaque entrepreneur dans son coin ne pourra pas avoir 30 data scientists qui vont faire la rétro-ingénierie de l'ensemble des modèles. Merci beaucoup, ça fait une excellente transition avec ce que je voulais vous dire avant qu'on passe aux questions-réponses. De cette étude sort notamment les zones de pertinence des algos et les zones de non-pertinence. Alors, il y en a une zone de non-pertinence qui a été citée, qui est quand la donnée d'entrée n'est pas bonne, la donnée de sortie non plus. Et c'est évidemment vrai, mais c'est souvent oublié. Donc, les fameux modèles CISO, je les reprends, mais c'est important, cheat in, cheat out, même si c'est un peu grossier. Voilà. Comme la cuisine chinoise. Exactement. Voilà. Pas très propres à la fin. Mais donc il y a quand même
il y a quand même un sujet qui est qu'est-ce qui se modélise, qu'est-ce qui permet de faire du prédictif, et dans quel cas le prédictif n'est pas ce dont on a besoin. Donc ça va m'amener à ce que je voulais partager avec vous, qui est dans la vie d'un dirigeant, parfois il y a besoin d'efficience, de productivité, de prédiction, et parfois il y a besoin de faire de la prospective. Et la prospective n'a pas grand-chose à voir avec la prévision ou la prédiction. Pour ceux qui voient parfaitement bien la différence, et pour ceux qui ne voient pas la différence, je vous invite à participer bientôt à des ateliers de prospective qu'on va ouvrir à des dirigeants de nos réseaux. Et donc, en février, on va organiser le 4 février et le 11 février un atelier de prospective participative avec le cabinet Futurible, qui est une structure de prospective à la française, bien ancrée dans le paysage depuis longtemps, qui, pour l'instant, ne fait pas de la prospective avec l'IA, même si certains prospectivistes français commencent à le faire pour capter des informations ou des signaux faibles, parce que l'intuition du dirigeant se nourrit de sa perception du monde réel et de sa capacité à savoir ce qu'il ne sait pas. Et même à mettre le doigt sur « je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Donc si cette question qui est « qu'est-ce que vous ne savez pas sur l'IA ?» et « qu'est-ce que vous ne savez pas sur l'IA » vous préoccupe, je vous invite à venir à ces ateliers de prospective où on va se plonger dans des scénarios de diriger dans un monde d'IA, des scénarios prospectifs qui ont été préparés par le cabinet Futurible et nourris de plein d'entretiens experts, dont un monsieur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Gerd Gigerenreitzer du Max Planck Institute en Allemagne, qui fait bien là encore la différence entre là où on peut mettre du prédictif et là où c'est complètement pas pertinent. Voilà. Donc il a écrit un excellent livre que je recommande, How to Stay Smart in a Smart World, qui est exactement ça, comment rester intelligent dans un monde bourré d'algo. Bon, vraiment, c'est une lecture saine qu'on a citée dans notre rapport. Donc tout ça pour dire qu'il y a le concret, il y a le quotidien, qui est où je mets de l'IA aujourd'hui avec discernement, et il y a dans le rôle d'un dirigeant d'avoir de la vision quand même dans le temps, et une capacité prospective intuitive aussi, rationnelle et intuitive. Bon, voilà, donc je voulais vous proposer ça comme, je vais dire, temps de rencontre numéro 2 pour ceux qui voudront venir en février. Ça fera aussi l'objet d'une publication, mais ultérieurement. On va donc, pour rebondir sur tout ça, intuition, empathie, courage dans un monde d'IA, ouvrir les questions-réponses avec la salle. Donc on va prendre quelques questions, un bon 10 minutes de questions, et après on a un dernier petit atelier à vous proposer. Qui a une question, ou un commentaire d'ailleurs ? Oui, bonjour Valérie, je suis CTO du groupe M6. Il y a un point que Étienne a abordé, qui était le retour au réel, autour de la formation des utilisateurs de l'IA. Moi, je trouve qu'il y a un point qu'on sous-estime, qui est quand même la formation du top management. Parce qu'en fait, un des problèmes de l'IA, c'est que c'est votre fille, enfin au début en tout cas, c'était votre fille qui vous disait qu'il fallait l'utiliser. En fait. Et donc c'est quand même très dangereux pour des gens comme moi, quand votre CEO vous dit « ma fille m'a dit que… » dans ChatGPT. Et donc, ce qu'on a fait, nous, au niveau du groupe M6, c'est qu'on a engagé une formation de l'ensemble des collaborateurs, donc une journée consacrée à l'IA. Et je m'aperçois quand même qu'à la fois, c'est absolument nécessaire, parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas comment ça marche du tout. Je ne dis pas qu'il faut leur expliquer les algorithmes dans le détail, mais par exemple, ne pas faire la différence entre les données qui sont utilisées pour l'entraînement et les données qui sont utilisées en inférence, pour utiliser des termes un peu complexes, c'est quand même un énorme problème. Ça crée plein d'angoisses inutiles, etc. Donc il y a beaucoup d'angoisses qui sont levées par ça. Et puis par ailleurs, ça génère aussi beaucoup de use cases. Donc je voulais savoir, sur la formation, quelles étaient vos recommandations sur la nature des formations qu'il fallait faire autour de l'IA. Toutes les questions. Ouais, allez, vas-y. Ouais, moi j'avais un point de question sur la responsabilité. Si je fais un parallélisme avec l'implantation des robots chirurgicaux dans la médecine, quelle est la part de responsabilité des dirigeantes ou des dirigeants qui ont fait le choix d'intégrer l'IA dans leur business et qui vendent et qui commercialisent des solutions? S'il y a des erreurs qui sont constatées a posteriori, qui est responsable et qui paye les erreurs? Si. Alors, sur la première question, je vais partager aussi le micro, bien sûr, mais un premier commentaire, c'est justement parce qu'il nous semblait que les dirigeants n'étaient pas assez formés, voire même informés sur l'IA dans toutes les dimensions et pas seulement la dimension technologique.
qui est une des dimensions, mais il y a bien d'autres dimensions, la dimension de responsabilité, la dimension stratégique de l'IA, la dimension des impacts de l'IA, qu'on a eu envie de faire ce travail partagé pour mettre à disposition des matériaux pédagogiques gratuits et des formats d'ateliers de ce type, pour qu'il y ait du contenu, mais aussi de la discussion, du débat et de la mise en abîme, et de la prise de recul pour ce que Étienne évoquait tout à l'heure, qui est, il y a des effets de mode, il y a des effets d'emballement, il y a besoin de discernement. Donc des formations techniques, à mon sens, il y en a. Par contre, des espaces de débat et de discernement, il n'y en a pas assez. Donc je vais passer la question à vous tous pour savoir si vous avez connaissance aussi de formats, de lieux, d'entités qui proposent des espaces de discernement. Et là encore, pas seulement d'information ou de formation technique. Alors, moi, j'adore le thème de la formation. Et effectivement, toute la boîte, le COMEX, les opérateurs, tout le monde. D'ailleurs, j'ai fait un débat avec Laurent Ménégo, PDG de Michelin, vous pouvez le voir en ligne, où il dit qu'effectivement, Michelin, et on l'a un peu aidé pour ça, revoit l'ensemble de ses programmes de formation de manière à ce que les personnes, depuis l'opérateur dans l'usine jusqu'au PDG, puissent devenir plus des personnes humaines avec des machines. C'est quand même très intéressant comme vision. Bon, après, entre la vision du PDG et la réalité, il y a toujours une distance, enfin en tout cas un temps. Mais voilà, c'est cette vision de dire il faut que chacun puisse effectivement connaître, pratiquer et se situer. Et pour moi, les trois sont nécessaires. C'est-à-dire il faut pratiquer, et là ça tombe très bien parce que la révolution de l'IA et ensuite de l'IA générative, c'est une révolution d'ergonomie. C'est ça qui a fait que ChatGPT, jamais dans l'histoire, on est passé à 100 millions d'utilisateurs, ça ne s'est jamais produit dans toute l'histoire de l'humanité. Une adoption aussi rapide sans publicité. C'est parce que c'est un choc d'ergonomie. Et donc ça, voilà, tout le monde devrait, et souvent les COMEX sont les derniers à s'en servir. Donc tout le monde doit pratiquer. Pour moi, on peut comprendre et justement, en fait, il faut travailler un peu la pédagogie, mais il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens peuvent comprendre, y compris au plan mathématique. Parce que finalement, les algos probabilistes sont assez simples. Voilà, je vois ce qui s'est passé dans le passé, je vais le refaire à l'avenir. Bon, donc un tout petit peu plus subtil que ça, mais donc on peut. Et bien sûr, je pense que le plus important, c'est d'apprendre la posture. Et la posture, elle est intégrale, elle est anthropologique, elle est business. Elle est stratégie, et tout le monde à son niveau doit travailler une posture par rapport à l'IA et notamment pour anticiper sur la deuxième question, parce que au titre de l'AIA Act, le règlement européen qui va arriver, même si bon, ça va se battre avec beaucoup d'avocats qui vont facturer très cher autour, il y a beaucoup de choses qui sont prévues sur la responsabilité, avec cet esprit que un peu tout le monde est responsable dans la chaîne, y compris les utilisateurs. Donc, comme tout le monde va avoir un certain type de responsabilité, il faut effectivement que tout le monde développe une posture. Alors, nous, c'est vrai que c'est pour ces raisons-là qu'on a décidé de créer un jeu dédié à l'IA. C'est pour avoir un espace de discussion, comme tu le disais, Hélène, parce que, évidemment, il y a déjà beaucoup de choses qui existent sur la formation sur l'IA. Mais nous, on pense qu'au-delà de la formation, il y a finalement un espace de discussion au sein de l'entreprise avec des profils qui ont des degrés, j'allais dire, on a aussi bien des early adopters que des gens qui sont un peu résistants ou tout simplement qui ne l'utilisent pas, et parfois effectivement à haut niveau dans l'entreprise, mais ça se joue à plein d'endroits. Et que finalement, le sujet de pouvoir échanger ensemble, partager les regards et se poser la question de l'usage de l'IA, à quoi elle sert dans l'entreprise, ça nous paraît être un élément extrêmement central pour embarquer tout le monde, parce que c'est aussi un sujet qui génère des paradoxes émotionnels. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des personnes que ça va effrayer, d'autres qui sont complètement passionnés et embarqués par le sujet. Et l'entreprise, elle ne peut pas se permettre d'avoir des schismes non plus pour avancer ensemble. Et voilà, donc ce sujet de prospective, de réflexion collaborative, et que ça devienne un espace de créativité pour la positionner au juste endroit par rapport aux enjeux de l'entreprise, nous paraît évidemment central. Merci beaucoup. Alors nous, l'enjeu de la formation, c'est quand même un sacré enjeu, parce que les avocats ne sont pas connus pour être les gens les plus technophiles. Alors ça diffère selon les catégories d'avocats. On a des gens de 60-70 ans qui adorent la technologie et qui en fait utilisent l'IA générative tous les jours.
Et on a des collaborateurs de 25-30 ans qui ne savent pas drag and drop un fichier dans un dossier. Ouais, je vous jure. Donc on est un petit peu obligé de faire énormément de formations. Mais là où je rejoins Étienne, c'est que, je prends un exemple très concret. Il y a quelques semaines, on a fait une formation dans un cabinet d'avocats du coup bordelais très ancien, qui date du fin du 19e siècle, et avec des associés très vieux, etc. Et on avait prévu... le cabinet date de la fin du 19e, les avocats, les associés, non. Hein. Enfin, il y en a peut-être un dans la cave, mais en tout cas, on l'a pas croisé. Et du coup, on avait prévu 2 heures de créneau de formation en différents groupes, répartis en 5 différents groupes, et avec vraiment un créneau de 2 heures pour prendre le temps, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que, en fait, effectivement, l'IA générative et la manière dont on s'adresse à des systèmes d'IA, c'est tellement intuitif, parce qu'en fait, on passe par la discussion, qu'on avait vraiment prévu des créneaux beaucoup trop longs pour utiliser le système, et ils n'avaient pas besoin en 3-4 exemples et en 1 heure de formation sur les différentes fonctionnalités, ils avaient à peu près compris comment ça fonctionnait. Par contre, le véritable enjeu je pense, de formation, il est sur le data management dans les entreprises. Parce que notamment quand on va mettre en place des systèmes de knowledge management un petit peu poussés en langage naturel, comme nous on le fait, où en fait on voudrait donner au cabinet d'avocats une interface en langage naturel avec leur GED en permanence, il faut avoir des gestions électroniques de documents, des GED, qui sont en très bon état, très bien rangés, avec une discipline de data management. Et ça, c'est un vrai enjeu de formation au sein des entreprises. Donc je pense que si vous devez former vos employés et vos salariés à quelque chose, c'est surtout de ranger correctement leurs dossiers, de nommer correctement leurs fichiers, de faire attention à bien identifier les différents enjeux de versionning, c'est-à-dire V1, V2, V3, version finale, etc. Parce que c'est là que se trouve véritablement l'enjeu, je pense, de la donnée, c'est-à-dire qu'il faut que, si on veut de la donnée de qualité en sortie, il faut de la donnée de qualité en entrée. Et là, on revient sur le premier enjeu. Merci beaucoup. Aurélien, peut-être sur les 2 questions. Ouais, moi je dirais, et je fais vite, moi je dirais presque même avant la formation, parce que pour moi qu'on est au moment de la formation, c'est presque déjà gagné. Ce qui est important, c'est le moment de bascule, quand je suis sensibilisé pour me dire je vais m'y intéresser. C'est pas, vous savez, je connais beaucoup de gens qui me disent oui, l'IA, ça m'intéresse beaucoup, c'est là à côté de moi, je m'y suis pas encore mis, mais je vais bientôt m'y mettre. Et c'est comment on va donner la petite flamme là, pour dire ouais, là je sais qu'il y a un truc qui se passe. Je suis un peu en train, déjà j'ai loupé les cryptos, j'ai loupé le big data, donc le métaverse, bon, voilà. Là je sens qu'il va quand même être temps de s'y mettre. Voilà, c'est pas qu'une mode qui va passer et c'est pas qu'une hype, il y a un truc. Et donc, effectivement, ça va être comment on va créer du coup dans l'entreprise, dans l'établissement, le cadre de confiance psychologique, comment on va accompagner, sensibiliser pour se dire, ben voilà, moi je suis un employé, un tel ou un tel, ou même un dirigeant. Et là, je vais commencer à prendre conscience de ce que ça peut m'apporter, comment je vais pouvoir l'utiliser et comment ça va me rendre service de manière très concrète. Voilà. Et en plus, quand on bascule, ça nous permet d'avoir des petits super pouvoirs pendant un moment, c'est très satisfaisant. Parce qu'on a tous un côté, comme dans la Silicon Valley à l'heure actuelle, vous savez, sur l'IA, il y a les accélérationnistes et les doomers. Ceux qui ont peur en mode Terminator, dystopie, et ceux qui disent ça va être tellement bon pour l'humanité qu'il faut absolument y aller. Bon, la vérité, c'est un peu entre les deux. La vérité, j'en sais rien, mais voilà. Donc c'est comment on va créer la sensibilisation, l'envie à tout le monde d'y aller. Parce que vous parliez des COMEX, et moi, c'est un truc qui me passionne. Par contre, tous les COMEX s'y sont pas mis, et tous les membres des COMEX s'y sont pas mis. Par contre, demandez à leur cabinet, leur executive assistante, ils y sont tous mis. Parce qu'ils voient la productivité, les mails le dimanche, le lundi, à je sais pas quelle heure. Là, je peux vous dire que voilà. Par contre, le problème derrière, c'est du shadow IT. Si l'IT en interne n'a pas proposé des chats GPT internes sécurisés, et là, il faut faire très attention à ne pas alimenter les inférences avec des données confidentielles, même si on ne peut pas aller les requêter, les modèles apprennent sur ces questions. Et alors, la question de la responsabilité, pour moi, si vous mettez un algorithme en place, que vous avez vous-même modifié, c'est votre responsabilité comme n'importe quelle autre chose. Par contre, là où ça devient beaucoup plus compliqué, et on n'a encore pas tout à fait la réponse,
Il y a notamment un procès aux États-Unis qui va vraiment redéfinir les codes. C'est un procès d'un célèbre SIRH. Et le problème, il y a une personne qui a porté plainte pour discrimination à l'embauche, qui était systématiquement écartée. Le problème, finalement, c'est que l'acheteur, le client, donc l'entreprise qui a acheté le logiciel de recrutement et l'entreprise qui fournissait le SIRH et l'algorithme se rejettent la faute en permanence. C'est-à-dire, c'est pas mon algorithme est bon, il n'est pas discriminant, mais vous l'avez paramétré en interne de manière à ce que... Et les autres disent, non, moi je l'ai utilisé tel quel et c'est votre algorithme qui est naturellement biaisé dans son entraînement, etc. Et ça, on n'a encore pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que le résultat de ce procédé-là, il va venir vraiment alimenter et même pourquoi pas faire des jurisprudences dans le sujet. Voilà, il y a encore des... Voilà, si je prends un robot qui fait une opération, est-ce que c'est le robot qui a fait l'erreur ou est-ce que c'est la personne qui utilisait le robot à distance? On ne sait encore pas, ça c'est encore un vide un peu juridique, c'est en train de se faire. Merci beaucoup Aurélien. Ce que je propose, c'est qu'on aura sûrement du temps de toute façon pour d'autres échanges informels autour du café, mais on vous a proposé une dernière petite séquence de clôture avant le café et les petites viennoiseries. Carole, si notre écran veut bien redémarrer, sinon je me rappelle quand même à peu près des questions qu'on voulait vous partager. Voilà. C'est à nouveau une discussion avec votre voisin, bien entendu sur ce que vous avez retenu de cette matinée de ces échanges, d'une part, et de ce que vous pourriez mettre en acte. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce qu'on s'est dit ce matin ? Ça peut être lire notre publi, ça peut être lire l'excellent livre d'Étienne, ça peut être lancer une formation dans votre entreprise, ça peut être plein d'autres choses encore, mais on a envie de vous mettre en mouvement, et là encore par rapport à ce qui vous prend aux tripes, donc de passer du cœur aux actes par rapport à ce qu'on s'est dit, quelles sont là où les actions que vous vouliez bien faire après cette matinée. Alors c'est parti pour un temps de discussion de 5-10 minutes avant la clôture. On va clore cette table ronde afin de libérer ceux qui doivent partir vite, mais on va en même temps inviter tout le monde à rester pour un café ou un petit morceau à manger, pour ceux qui peuvent rester. Donc pour clore cette table ronde, je voulais bien entendu remercier nos 4 intervenants. Remercier nos partenaires, Réseau Entreprendre et Réseau Entreprendre Paris pour leur accueil et leur envie synergique sur cet événement. Vous invitez activement à lire cette excellente publication gratuite, à la diffuser, à venir si vous voulez à l'atelier prospective et peut-être, on a un sujet en discussion aussi avec Réseau Entreprendre, à un ou d'autres formats bientôt, notamment sur les perspectives de valeur des dirigeants et en quoi c'est un levier pour l'action. Connaître son système de valeurs, comprendre le système de valeurs des autres. On a très envie bientôt de monter un atelier pour dirigeants sur cette thématique avec le Réseau Entreprendre. Voilà. Et ça se fera probablement à Paris. Donc voilà, c'est un peu un scoop, parce qu'on n'a pas encore la date, mais on va le faire. Voilà. Alors Sandy, je présente Sandy ici, directrice de l'association HLU. Carole, directrice de la communication. Voilà. Voilà. Et Romain, qui est arrivé chez nous depuis pas longtemps. Voilà. Donc de toute façon, on fera une communication conjointe avec le Réseau Entreprendre Paris, si ça se passe ici, bien sûr. Voilà, donc je vous dis merci à tous d'être venus, et on peut poursuivre les échanges avec une petite boisson. Merci.